Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle émission reportage dans un endroit absolument mythique et incroyable avec Alexandre Hellman, le grand patron du Grand Rex. Merci infiniment Alexandre de nous Avec recevoir plaisir. et bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va découvrir, on va profiter un petit peu avec lui de son temps et puis découvrir cette salle incroyable. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Et bienvenue au Grand Rex. Pour résumer, le Grand Rex, déjà, c'est un bâtiment qui a été construit en 1932 par Jacques Haïk, Jacques un Haïk, visionnaire qui, à l'époque, avait la salle de l'Olympia, Oui. qui avait des salles sur les Champs-Élysées Mhm. et qui était producteur et distributeur de films. On en reparlera avec d'ailleurs une fresque qui, au fond, où il y a un hommage pour lui avec Charlie Chaplin, parce que c'est lui qui, à l'époque, a distribué les films de Charlie Chaplin en Ah France. oui, exact. Et c'est lui qui a nommé Charlie Chaplin Charlot, il faut le savoir. D'accord. Ici, on est dans l'entrée qui a, avec les années, énormément évolué. Oui. Première chose qui est complètement différente de l'époque, il y avait des petites mosaïques au sol. Oui. Aujourd'hui, il y a une moquette. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en dessous, maintenant, on a des salles. Depuis les années 70, ça c'était mon père qui a commencé à construire d'autres salles que la grande salle mythique qu'on va découvrir. D'accord. Il y a la salle numéro 2 et la salle numéro 3. D'accord. Si on est avec des talons et qu'on passe au-dessus, vous avez les résonances des talons Ah oui. sur les mosaïques, ce qui fait que depuis les années 70, c'est une moquette. Voilà, pour adoucir le son au niveau de Exactement. l'acoustique en dessous, effectivement. Avant, il y avait un marbre vert qu'on retrouve d'ailleurs, qui est toujours d'origine dans la montée de la mezzanine, qui est un marbre émeraude, Oui. qui ornait tous ces murs-là. Mais ça, pareil, c'est mon père qui les a enlevés puisque ça s'abîmait puis c'était assez terne, Oui. qui avait mis des boiseries. Mais donc, vous êtes dans l'entrée principale qui a complètement évolué. Oui. Ce ne sont pas des lustres d'origine, ce sont des lustres d'après-guerre qui, normalement, ont été installés par mon grand-père. Oui. Faut savoir que dans ce qu'on appelle ces cinémas qui sont des movie palaces, les modes ont changé. Ah Et oui. les modes entre 1932, entre les années 50, surtout les années 70 où arrivent les néons, Oui. la modernité des formes. Mhm. Et puis aujourd'hui où on essaye d'ailleurs de revenir à ce que étaient les formes de l'époque, l'art déco, tout a beaucoup évolué. C'est pour ça d'ailleurs aussi que la grande salle ne peut pas évoluer, elle est d'origine, quand on ira dedans on le verra, pour justement conserver la beauté du lieu. Mais les modes ont fait que certains éléments ont beaucoup changé et ne sont pas d'origine. Mais il y en a qui sont toujours d'origine et qu'on va découvrir. Il y a, pendant la guerre, hein, il y a les Allemands qui ont même Les occupé Allemands. Exactement. Alors ça, ce cinéma. Hein. c'était ce qu'on appelait un soldat kino, c'est-à-dire un cinéma. Le cinéma allemand. Hein, Exactement. allemand. Ils venaient, ils avaient réquisitionné, ils allaient voir les films de propagande. Ouais. Et la légende veut qu'il y avait une énorme horloge sur les décors qui leur rappelait leur heure de départ pour aller aux gares, gare de l'Est, etc., pour partir sur le front. Donc ça, ce sont les années noires, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, mais au moins le Grand Rex n'a pas été rasé, il n'a Non. pas été Oui, bombardé. oui. Il a est traversé, toujours là. il a traversé Exactement, quand même toujours pas intact. mal d'événements finalement, hein, ce Grand Rex. Et il est toujours debout, toujours là. Et grâce à toi, finalement, maintenant qui fait perdurer cette tradition familiale, parce que c'est exactement. vraiment voilà, du grand-père jusqu'à toi. Le grand-père en 1947 qui le rachète, puisque Ouais. après la guerre, Jacques Haïk, qui était un juif immigré, qui a donc dû partir pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il revient, il a des déboires financiers, et un de ses premiers joyaux qu'il veut léguer, c'est le Grand Rex, et qui appartient pendant une année à Gaumont. Et puis après, en 1947, c'est mon grand-père et un associé américain qui le rachètent et depuis, c'est dans la famille. Oh là là. Donc cette salle mythique du Grand Rex qui Oui. est sur 3 étages, on va s'avancer, On va on va s'avancer, découvrir les 3 étages Oui. et avec surtout ce décor qui ce est décorum. complètement d'origine. Ah oui.
Et Il on n'a sent, absolument pas changé. on sent les origines un peu méditerranéennes. Exactement, de Jacques Haïk. De Jacques C'était Haïk, pour lui ouais. rappeler son enfance à Tunis. À Tunis, ouais. Exactement. Et donc, c'était son envie, c'était de faire un jardin méditerranéen avec un ciel étoilé qui lui rappelait son enfance. Et quand elle est dans la nuit, quand on en regarde un film, il y a des nuages aussi qui passent. Ah oui. Là, on voit qu'ils ont été arrêtés parce que, comme vous voyez derrière, on est en train d'installer aujourd'hui, c'est un concert, puisque justement, on parlera que à travers le temps et les époques, oui, il y a de il y a l'événementiel. d'autres choses. C'est la grande salle est de plus en plus événementielle, Elle est de plus en justement, plus prisée par pour être d'autres. rentable et ne pas fermer comme tous ces cinémas qui ont fermé dans le monde. On avait fait une étude qui est très importante. C'est que à l'origine, depuis que le cinéma existe, il y avait 71 cinémas avec une plus grande capacité ou égale au Grand Rex. Oui. Sur ces 71, Oui. ils ont soit tous fermé, soit font complètement autre chose que du cinéma. On peut prendre l'exemple à New York, c'est le Radio City Music Hall, qui a ouvert le même mois et la même année que le Grand Rex en décembre 1932, et qui a d'ailleurs, ils ont un architecte commun, c'est pour ça qu'on retrouve des formes, d'ailleurs l'arche, il y a ces arrondis qui sont pareils. Exactement. Ça fait vraiment cinéma américain, effectivement. Et depuis, ils ont toutes fermé, soit arrêté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la plus grande salle de cinéma en activité régulière au monde. Ce soir, c'est un concert de manga symphonie. Donc, on a développé énormément les mangas au Grand Rex. Tous les grands événements manga sont là. Et également, on mélange avec des concerts qui sont pendant 2 jours. Donc, il y aura plus de 5000 personnes qui vont voir ce concert absolument mythique. Et au tout début, donc dans les années 30, c'était vraiment exclusivement cinéma ou tu avais déjà un peu d'événementiel comme ça, des spectacles ou des choses comme ça? Ce qui était différent, c'est que dans ces années-là, ils avaient déjà mis en place ce qu'on appelle du spectacle. Il faut savoir qu'il y avait un orchestre qui était dans une fosse, qui était ici. Et derrière, il y avait le film. Dans toutes ces années-là, on essayait d'événementialiser le cinéma. Pourquoi il y a eu tous ces grands cinémas qui ont ouvert partout? C'est que déjà, il n'y avait pas la télé à l'époque. Donc on allait au cinéma pour regarder les informations et en plus regarder le film. Donc c'était une sortie qui était en fait normale. Tout le monde allait au cinéma. Les chiffres de l'époque, quand on compare, on se dit à l'époque, il y avait beaucoup plus de monde qu'allait au cinéma. Et effectivement, ce qui a fait le plus grand mal au cinéma, c'est la télévision. Oui, c'est la télévision, oui, forcément. L'information, d'avoir les informations à la maison, ça a tout changé. Et il faut savoir que notre spectacle de fin d'année, la Féerie des eaux, on va fêter nos 70 ans. 70 ans cette année. Donc, avec le livre de la jungle, hein, j'avais vu exactement, en 1960. Vous avez 817 fauteuils qui sont club. Donc ça, c'est depuis les années 80. Vous voyez que en fait, le Grand Rex était précurseur de ce qu'on appelle le cinéma premium. Puisqu'avant, la salle faisait 3300 places. Aujourd'hui, elle fait 2700 places. Donc il y a une réduction du nombre de places pour améliorer le confort à l'orchestre et à la mezzanine, où là-haut, vous avez à peu près 450 sièges. Et là-haut, où vous voyez d'ailleurs le mot Rex qui, avec les fauteuils, vous le voyez dans les fauteuils beiges, il y a 1200 places là-haut. 1200 Donc places. autant quasiment que les 2 étages que vous avez en dessous. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, on ira voir la vue de là-haut. Oui, bien sûr. Les sièges aussi, ils ont été rénovés aussi à un moment donné. Dans les années 80, ils sont toujours rénovés constamment. D'ailleurs, on va aller. Je veux que tu t'assoies dedans quand même pour que tu vois le confort. Bien sûr, bien sûr. On est bien. On est bien. On est bien là. Quand est-ce qu'est la prochaine projection? La taille de l'écran aussi est impressionnante. Alors, également. il faut savoir qu'on a 2 écrans. D'ailleurs, sur les étages, on va le voir. Il y a l'écran qui est derrière l'arche, qui est l'écran des avant-premières hautes, qui lui fait 17 mètres de large. Et comme tu peux le voir au-dessus, tu vois qu'il y a un deuxième écran derrière cette jupe, ce qu'on appelle le grand large. Le grand large. Qui a été créé en 1988 pour la sortie du Grand Bleu. Exactement. Qui lui fait 25 mètres
de large Ah là et là. qui est effectivement un écran qui est toujours le plus grand de Paris, qui Ouais. est toujours le numéro 2 en France, juste à 1 cm derrière un IMAX. Vous savez, c'est toujours les Ouais, concours oui, de oui. kékette, à savoir celui qui aura le C'est plus grand, le plus grand, effectivement. effectivement. Mais, Mais là, on est dans un écran vraiment gigantesque qui n'est plat. visible Ouais, que ouais. depuis le balcon. C'est pour ça qu'on va aller au balcon et qu'on va regarder la vue de là-haut Ok. pour voir et comprendre pourquoi, depuis 88, cet écran a toujours autant d'effets. Alors, quand on est donc en grand large, il faut donc se situer sur les balcons. Que sur d'ailleurs tout en haut. Que tout en haut tout pour en haut. pouvoir avoir Pour cette. voir le voir en entier tellement il est immense. Et quel film alors tu décides de mettre quand c'est Que du des grand grands large? blockbusters américains. Ouais. D'ailleurs, l'actualité fait que dans une semaine, on aura la première fois le marathon ultime de Star Wars. Ah oui, 24 heures j'ai de vu Star ça, Wars. ouais, l'événement. ouais. C'est que sur cet écran, les gens veulent voir Star Wars sur cet bah, écran parce sur un qu'on écran est incroyable. dans la galaxie. Ah, oui, oui. Effectivement. Et quand vous l'avez installé, d'ailleurs, j'ai vu, il y avait une petite anecdote avec l'écran qui s'était déchiré, Ouais. qu'on a dû Une semaine réparer. avant, etc. Que des galères. Parce que quand il se oui, mais déroule, c'est un polichinelle qui se déroule. C'est Et il faut savoir que quand il a été créé, pour le Grand Bleu a fait plus de 700 000 entrées au Grand Rex. Oui. Les travaux ont commencé, les grands travaux en 2015, Mhm. puisque là, l'escalator qu'on voit ici, qui avait été inauguré avant dans les années 60 par Gary Cooper, était avant 2015 toujours d'actualité, mais il vieillissait beaucoup. Donc ça a été un chantier énorme de descendre un escalator et en remettre des nouveaux. Premier escalator dans un cinéma également. Exactement, en Europe. En Europe. En Europe, c'est pour ça qu'il avait été inauguré. Cet escalator qu'on voit aujourd'hui a une particularité, c'est qu'il a des couleurs que vous retrouverez nulle part. On s'est bataillé avec Otis parce que j'avais vu ça à l'étranger. Vous voyez par exemple cette main courante couleur champagne or, Ouais. on ne le trouverait nulle part. C'est une création qui a été faite pour nous. Et D'accord. donc aujourd'hui c'est le code couleur, vous voyez avec la moquette donc, qui rappelle le rouge. Oui, bien sûr. Et ouais. tout ce qui est couleur champagne qui rappelle maintenant la nouvelle façade dont on parlera, des grands travaux de façade. Donc c'est un code couleur et ça vous le verrez nulle part. On a refait toute cette cette entrée partie. qu'on a vue. Donc là vous avez Avec le des marbre. rappels du marbre vert dont je vous parlais Oui. tout à l'heure qui rappelle la main. Uh-huh. Vous avez le blanc, on avait besoin d'égayer, c'était assez sombre. Oui. On a besoin d'égayer et de mettre vous voyez, des motifs art déco, Ouais. des marbres de Carrare de grande qualité, un plafond en stuc avec un décorum tout en feuilles d'or, En feuilles d'or, qui ouais. fait que dès que vous arrivez au Grand Rex, vous êtes déjà, dès l'entrée, on comprend ce qu'on est. La volonté, c'est d'être sur un movie palace Oui. et qu'on est dans un endroit unique dans la qualité, Ouais. dans les matériaux, comme dans la technique que vous allez découvrir dans les salles. Et vous avez une mosaïque qui a été créée en plus de 6 mois et qui en fait est un hommage à mon grand-père et à mon père que j'ai créé pour parler, vous voyez, de la féerie des eaux. Avant que la féerie des eaux soit créée, ça s'appelait le bassin de Neptune, qui était en fait un bassin, qui était un bassin d'eau qui était mis sur la scène du Grand Rex Mhm. et où il y avait des nageurs qui allaient dans ce bassin. Et c'est pour ça que ça s'appelait le bassin de Neptune, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Donc vous avez Neptune à droite Ok. et la sirène à gauche. Il y a combien de salles dans ce cinéma? Donc on a 7 salles de Oui, cinéma. il y a quand même 7 salles, effectivement. Exactement. ouais. Donc il y a la salle d'origine qu'on vient de découvrir, qu'on va découvrir sur tous les étages. Oui. Et il y a 6 autres salles. Et sur ces 6 autres salles, elles ont différentes capacités, et dont la nouvelle salle Infinite qu'on découvrira. Bien sûr. Vous avez des lustres Murano qui ont Ouais. été mis depuis les années 2020, Ouais. qui sont différents par étage, Mhm. Et qui sont au-dessus, qui viennent vraiment d'Italie. Vous avez cette peinture est d'origine, il faut le savoir. la Elle a fresque, été ouais. inaugurée en 1932 avec son peintre. D'accord. On l'a restaurée pendant le Covid, parce Mhm. que l'anecdote fait que vous voyez cette petite barque blanche que vous voyez au-dessus, on ne la voyait même plus, puisqu'il y a une époque, tout le monde fumait. Non seulement dans la salle, puisque le Grand Rex avait un système de ventilation unique au monde qui permettait de fumer et de ne pas gêner la projection, Ouais. mais donc ça fumait dans les couloirs, ce qui fait que ça ternissait les murs et les peintures. Donc quand le Covid est arrivé, on a pris le temps, puisqu'on avait, Oui. on avait le temps, obligatoirement, Bah oui, forcément. de tout rénover, tous les espaces, et pour se dire que quand le Grand Rex rouvrirait, ça serait encore plus beau qu'avant. Ah oui. Premier étage, qui était donc l'étage à l'origine en 32, l'étage
bourgeois, l'étage, puisqu'il y avait des classes Oui. également. On payait déjà un billet pas le même prix selon les étages où on allait. Uh-huh. Et ici, c'était l'étage privilégié, puisque vous avez une vue complètement en face de l'écran. D'accord. Voilà, Donc là, oui, effectivement, si on s'assoit, donc pas pour le grand large, évidemment, puisqu'on non, s'aperçoit qu'est-ce que qu'on n'a ça pas le haut de l'arche, Voilà. mais effectivement, pour l'écran classique, qui est déjà, somme toute, assez conséquent, là, on est quand même très bon. Ouais. L'arche également, tu as retravaillé aussi la luminosité de l'arche. Oui, alors à l'époque, c'était des ampoules. Oui. Et puis, à partir des années 2008, effectivement, pour faire des économies d'énergie. Et le problème, c'est que les ampoules, ça pète à chaque fois. Oui, ça pète. Donc, il y avait des trous de lumière, etc. Donc, a commencé à mettre des LED. L'écran De de scène a servi également pour la première fois quand il y a eu les premiers films en cinémascope. Exactement. Les essais avec même la Fox à l'époque avec Cléopâtre. ont été faits ici au Grand Rex. Oui. Le Grand Rex était fermé pour faire tous ces essais. Oui. Et après, les premiers films cinémascope ont été mis au Grand Rex. Et c'était vraiment un événement puisqu'on partait d'un film en 4/3 en scope. Voilà. Ce qui faisait que là, on agrandissait l'image de manière très conséquente. Ah oui. Au niveau sonorité ici, donc tu es en 7.1. 7.1. Je ne peux pas être en Dolby Atmos Oui. puisqu'avec les étages, c'est compliqué. Surtout qu'on se retrouve avec des fauteuils dont la hauteur, il y a plus de 35 mètres, ce qui fait que c'est pas possible. Sur l'avant de la scène, exactement. Effectivement. On a voulu mettre le charme au deuxième étage, qui était l'étage le moins joli, entre guillemets. Un décor qui soit très accueillant et très bluffant. Vous avez des fresques qui sont d'origine pour la majorité. Et là, je vais vous amener dans un endroit dont je suis assez fier, qui a été fait l'été dernier. C'est assez rigolo quand je vais vous le dire, mais j'aimerais voir ta tête quand tu vas y arriver. Ce sont les toilettes. Vous avez de la vraie feuille d'or qui est ici. Vous avez des robinets 23 carats, vous avez un accueil, vous êtes comme dans un spa. Le but, c'est que chaque endroit du Rex doit être magnifique. Ici, ça sera des travaux dans les années futures. J'aimerais que le Grand Rex fasse des concerts debout dans la fosse. Oui. Ce qui ferait qu'on pourrait accueillir près de 4000 personnes, comme à un zénith. Ah oui. Et refaire ce balcon pour mettre des fauteuils qui soient plus accueillants et un gradinage. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fauteuil qui pose problème, c'est l'espace des gradins qui sont d'origine. Oui, là, ils sont d'origine, effectivement. Exactement, donc on a moins de place. Serré, on est beaucoup plus serré. Mais après, il va falloir le travailler. Là où il y a l'orchestre, c'est d'enlever tous les sièges et de faire... oui, d'accord, oui. Voilà, exactement. Et modeler, c'est-à-dire que par exemple, il y a des moments où tu les remettras et des moments où tu pourras les enlever. Voilà, des choses modulables. Exactement, c'est un futur projet de faire ça. Nous avons des artistes qui sont en train de refaire la sortie de secours avec des œuvres, des peintures art déco dedans. Vous voyez les nouvelles œuvres qui sont en train d'être mises en place. Oui, ici on voit. Voilà, exactement, peinture or avec des rubis. On va mettre des éclairages pour bien les montrer. Pour l'instant, ils sont en train de l'éclairer, mais c'est tout un accompagnement. On suit le code couleur, en fait. Exactement, du spectateur pour l'amener jusqu'à la sortie. Ici, nous avons le Rex Club. Oui. Qui est notre club qu'on gère en direct, qui est quand même le club numéro 1 électro en France, qui est d'ailleurs le seul club français électro qui est dans le DJ Mag le mieux classé parmi les 100 premiers clubs mondiaux. D'accord, donc là c'est vraiment un club de référence sur l'électro. Sur l'électro. On l'a refait complètement l'été dernier d'ailleurs. Ouais. Nouveau esthétisme. Depuis l'ouverture, ça n'arrête pas. Donc cette façade qui a été refaite, on a un accord avec des architectes qui en fait, au départ, les 90 ans du Rex arrivaient, la façade n'avait pas été repeinte depuis 2009. Oui. Donc elle commençait à se ternir avec la pollution urbaine. Oui, oui. Et donc c'était de se dire, on va la repeindre, on va remettre le Rex joli pour les 90 ans. J'ai dû trouver des architectes des Bâtiments de France, puisque comme c'est un bâtiment avec une façade classée, on ne fait pas ce qu'on veut. Oui, oui. Donc il faut leur validation.
Et en fait, en trouvant des nouveaux architectes, ils m'ont fait un dossier sans me le dire euh, pour me motiver à revenir à la façade d'origine. Ah oui. Et avant les années 2020, là, elle a été inaugurée en 2022. Oui. Il y avait beaucoup de rouge. Le rouge qui était des années 70, la Ouais. couleur qui ressortait pour les cinémas. Il y avait les néons qui Ouais. étaient aussi à la mode avant toute une période des années 70-80. Mhm. Donc tout avait changé. Et puis surtout les technologies, puisqu'avant c'était beaucoup de petites ampoules, comme on le voit d'ailleurs Oui, sous la encore, marquise, Oui. qu'on le voit sur la façade, Oui. sur l'enseigne. Et puis les ampoules, on sait, on en a parlé pour la grande salle avec l'arche, bah, avec les années et l'obsolescence avancée, Oui. ça claque souvent et donc c'est du remplacement à grande hauteur, c'est très compliqué. Donc il y a eu les néons qui étaient plus solides, après il y a eu les LED, et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et donc cette envie de revenir à la façade d'origine, on peut remettre des ampoules LED LED, qui voilà. permettent d'avoir une grande résistance dans le temps. Donc tout a changé, ça a Donc redécouvert les couleurs, hein, toujours cette couleurs. couleur champagne, or. Exactement, ce sont Voilà. aujourd'hui les couleurs d'origine de 1932. Ah oui. Seul changement, effectivement, c'est cette façade numérique Oui. qu'on a gardée, qui a été mise sur le Grand Rex depuis 2009, Mhm. qu'on a refait avec les dernières technologies. Bien Donc là, elle sûr. est toute neuve, qui donne donc cet aspect rétro du Grand Rex, Avec- comme les gens l'ont connu dans les années 30, mais moderne Moderne. avec les nouvelles technologies. Donc, ce qui fait que cette façade est exceptionnelle. On a la seule enseigne rotative de tout Paris, Oui, c'est vrai. puisque C'est le vrai. Grand Rex là-haut tourne. Et voilà, c'est un vrai travail que tu as initié, effectivement, et qui est important, hein, parce que c'est vrai, voilà, faut continuer de faire vivre ce cinéma. C'est une grande responsabilité, Une grande finalement. Hein. responsabilité, oui, Oui, effectivement. faut avoir les Bah, mon épaules père solides. me le disait en rigolant, vous avez le grand-père qui crée, Oui. le père qui développe et le fils qui lapide. Ah, là, il me l'avait dit, donc je Bah, vais tu y croire. lapideras pas. Oh, non, je ne lapiderai pas. Non, 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 ça va Mais, continuer. mais je donne tout pour que ce Ben oui. bâtiment qui est unique soit un bâtiment, mon envie soit un bâtiment phare de Paris. Oui. Et vraiment, j'ai une envie qui semble peut-être démesurée pour certains quand ils l'entendront, mais je veux que le Grand Rex soit au même niveau que quand un étranger vient à Paris, il aille visiter le Louvre, il aille visiter la Tour Eiffel, il aille visiter le Rex. Ouais. Ici, c'est cette fresque qui est très très importante, déjà d'Henri Mahé, qui date de l'ouverture du Grand Rex. Oui. Et il y a une grande anecdote. En 2020, avant l'année 2020, avant le Covid, il y avait un grand panneau 4x3 qui était devant. J'ai les photos, hein, je te pourrais te montrer. Oui. Ce qui fait qu'elle n'était pas non seulement mise en avant, mais en plus, elle a pris très très cher avec les années. Mhm. Les couleurs et en plus, elle perdait même de son origine, enfin pas de son originalité, mais elle était très abîmée. Très abîmé, oui. Et ici, avant le Covid, il y avait un clown. Ah, C'est-à-dire que sa tête, oui. il y avait un clown. Et donc pendant le Covid, on avait, comme on le sait, du temps. Et donc on a pu regarder des choses qu'on ne pouvait pas regarder avant. On a commencé à rouvrir les livres Mhm. d'histoire et j'avais une envie d'enlever tous les panneaux publicitaires du Rex. Si vous regardez autour de vous, il n'y a aucune publicité. C'est vrai, il n'y a aucune publicité. c'est Aucune propre. publicité, comme dans les Grands Rex. On veut que le Grand Rex, ça soit le Grand Rex qu'on regarde et pas les publicités de films. Exactement. Et en ouvrant ces livres, on s'aperçoit qu'ici, en une photo noir et blanc, il y avait Charlie Chaplin, au lieu du clown qu'il y avait ici. Ah, Et ouais. donc, la seule explication, puisqu'on a fait retirer ce panneau 4x3, Oui. j'ai demandé à des restaurateurs de me refaire toute cette fresque. Ils ont gratté le chapeau de clown et effectivement, il y avait le chapeau de Charlie Chaplin et la tête de Charlie Chaplin en dessous. Donc, la seule explication, c'est que les Allemands, comme on en parlait tout à l'heure, qui D'accord. étaient là et qui occupaient le Rex pendant la Seconde Guerre mondiale, Oui. qui avait vu obligatoirement le film du dictateur, D'accord. avait dû voir Charlie Chaplin et donc s'est amusé à le transformer en clown puisque lui-même mettait Hitler en forme de clown Oui, dans son film. C'est Donc c'est la incroyable. seule explication. Mais depuis Incroyable, cette justement le Covid, Charlie Chaplin a repris sa place. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi il y a Charlie Chaplin dans cette fresque? Ça devait être un hommage à Jacques Haïk, le créateur du Rex, puisque Oui. c'est lui qui a découvert, enfin qui a fait découvrir aux Français Charlie Chaplin et qui l'a nommé Charlot. Donc là, c'est l'entrée de la salle Infinite, qui est l'ancienne salle numéro 2. D'accord. Première salle créée par mon père en 1974, qui fait que l'emplacement où on va a 50 ans.
D'accord. Rien quand même. Oui, bah oui. Que la salle, Un symbole. le volume de la salle n'avait pas changé depuis 1974. C'était une salle de 500 places Oui. avec un écran qui était petit par rapport aux 500 places. Oui. Mais on va expliquer pourquoi l'environnement est très compliqué de cette salle. J'ai refait toutes les autres salles. Le décor des autres salles était, entre guillemets, facile à faire. Ce sont des salles... Mais ici, vous êtes en dessous de la dalle de la grande salle du Rex. Ah Avec oui. une pente, on va le voir. Ce qui fait que tout était compliqué. Il fallait que je trouve là des architectes Ouais. très calés pour Ouais. me présenter un projet qui allait faire rêver les gens. Le logo aussi qui a été Qui a donc été dessiné et créé. exactement pour... et imaginé pour cette salle. Comme on le voit, c'est une salle donc, qui est Dolby Atmos. Voilà, on a du Dolby Atmos ici, effectivement. Voilà. Et là, on a un couloir immersif où on arrive. Vous avez donc des tissus, tout est de très 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 haute qualité, tout ce que vous voyez. L'acoustique aussi. Ah bah là, vous voyez, là Petite. déjà, il n'y a plus un bruit. Non. Tout est feutré pour qu'en fait, quand on arrive dans ce couloir, on n'entende même pas encore les publicités, qui est alors que l'écran est juste à droite à l'arrivée. Ah, c'est incroyable. Là, l'acoustique, elle est démente. Voilà, bienvenue dans la salle Infinite. Si vous voyez des jours où la salle Infinite n'est pas en location, n'est pas en fonction, programmation oui. ou en fonction, c'est que vous avez des entreprises qui aujourd'hui la louent. D'accord. Ah oui, voilà. Donc, On a énormément. voilà. Donc tu fais aussi ça. Tu Ah, peux je fais privatiser. énormément. Et c'est cette salle-là que tu privatises en particulier ou tu peux... La grande salle, où La- toutes la- les salles peuvent être privatisées. D'accord. Toutes. Tu as toujours cette Toutes. possibilité. Il faut savoir qu'on regarde la programmation. Donc vous avez les grands blockbusters qui filment et puis les films qui se suivent, on a 7 salles. Le Grand Rex, et ça c'est pas tabou de le dire, si on faisait que du cinéma, le Grand Rex, c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, serait fermé aujourd'hui. Ouais. Ne serait absolument plus rentable. Il faut savoir que depuis les années 90, les grands multiplex sont ouverts. Oui. Juste à côté, on va dire à 500 mètres, vous avez l'UGC Léal, qui est le premier cinéma au monde en termes d'entrée au monde. Au monde. D'accord, ça fait plus de 3 millions d'entrées faciles par an. Ouais. Ça engendre énormément de public. Et puis après, le cinéma à Paris a énormément évolué puisque vous aviez les cinémas dans Paris et très peu en banlieue. Tous les cinémas en banlieue ont été créés depuis les années 90, Ouais. ce qui fait que c'est complètement inversé. Là, il y a une étude qui vient de sortir, que je viens de lire. Il faut savoir qu'à l'époque, Paris faisait 15% des entrées nationales, et là je parle début 2000, hein, Ouais. et 9% des entrées nationales se faisaient en région parisienne. En région parisienne, c'est Il énorme. faut savoir qu'en 2024, sur l'année 2023, Oui. ils ont fait l'étude, c'est l'inverse. Paris il fait 9% des entrées France, et la banlieue parisienne fait 15%. Ça a été déjà inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, les gens qui venaient des banlieues dans Paris pour aller dans des beaux cinémas et faire leur sortie, Oui. ils n'ont plus besoin de venir à Paris. Bah oui. Vous avez des super cinémas en banlieue avec des écrans immenses Oui. et des cinémas qui sont magnifiques puisque quand vous allez en banlieue, vous avez des champs et ils ont pu construire dans des zones où vous créez Bien ce que sûr, vous bien voulez. sûr, bah Alors oui, qu'à oui. Paris, on est limité Ah bah oui, c'est- obligatoirement par l'immobilier. On ne peut pas pousser les murs puisque Non. Paris existe depuis Non. des centaines et des centaines d'années. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait d'autres grands cinémas qui ont fermé. Il ne faut pas oublier qu'il y avait à Paris le Gaumont Palace, qui était le cinéma en capacité numéro 2 Ouais. au monde. Au monde. Au Ah, monde. Oui. Et qui a fermé aujourd'hui. Vous avez un Castorama et des immeubles tout pourris. Paf. Il faut se dire. Donc Bah, oui. c'était un monument qui a fermé pour cause de rentabilité. Ouais. Vous Ouais. avez donc, je vais vous voir, 2 km de LED autour de vous. On va regarder comment c'est optimisé pour les couleurs et autres. Les fauteuils, viens, puisqu'il faut Oui. que tu t'assois quand même. Là, on est très très bien. Alors, Si tu donnes un petit coup de fesse, tu verras que tu peux te mettre en arrière. on croit qu'on va partir dans un grand 8, là, en fait. C'est incroyable. On a un écran qui est donc un écran RealD Ultimate, qui est un écran unique en France, qui est un écran teinté argenté dans la masse, qui fait qu'en 2D, vous avez une optimisation des couleurs et en 3D, vous avez un gain de lumière. Alors, en tu plus. peux encore faire de la 3D. Ça, c'est quand même sympa Oui. aussi. Hein. On voit la forme géométrique où tu vois que ça descend de la droite vers la gauche. Oui. Vous avez des piliers porteurs qui ont été habillés Oui. intelligemment, puisque vous avez le couloir pour les spectateurs derrière. Mhm. Mais on est en dessous de la dalle de la grande salle, donc qui est en pente pour Ouais. les spectateurs là-haut. Allez, puisqu'on est là, tiens, viens avec nous, tu vas voir les super couleurs. On va changer pour toi.
pour Avatar. Ah, ah ouais. Oui, là, Donc, on y est. Et puis après, voilà, les couleurs se mettent en place. Vous avez différents bleus. On est dans le monde du dernier Avatar, le monde de l'eau. Oui, parce qu'à chaque couleur, en fait, il y a une variante comme ça qui... Exactement. On a créé des vagues, on a différents bleus. C'est pas juste du bleu. On a Barbie. Et on l'a mis pour Wonkai, par exemple. Ah oui, pour Wonkai Challenger, aussi. là, qui sort, qui est une histoire d'amour, etc. Ouais. On a mis cette couleur, ce pink. On a le mode Oppenheimer, puisqu'on l'a ressorti aussi dans cette salle. Ah oui, bah oui. Ce qu'on appelle le mode Fire, où on a fait comme une bougie, enfin le feu, on voit cet orangé qui va jusqu'au rouge. Ah oui, oh là là, c'est vraiment très très beau. Hein. Et on a le mode que tout le monde adore, on ne le sort pas beaucoup pour l'instant, mais à chaque fois que je le montre, ils adorent, c'est ce qu'on appelle le mode arc-en-ciel. Oh là 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 là. Donc là, pour les trolls, pour tous les films complètement fous, enfants ou autres. Ouais, ou enfants. Voilà, Disney, et une fois que c'est mis en place, les lumières vont se mettre et vous avez l'arc-en-ciel qui va tourner. Et il faut savoir, comme on le voyait tout à l'heure, le couloir immersif, quand on arrive, se met également dans les mêmes couleurs. Donc on voit qu'on est en Dolby Atmos, comme on l'a dit, et que la différence, c'est qu'ici, contrairement à une salle Dolby, on voit toutes les enceintes. Si vous allez dans une salle Dolby Vision comme au Pâté Beaugrenelle, c'est leur concept qui est compréhensible, vous ne voyez aucune enceinte. Oui, tout est dissimulé. Maintenant, c'est comment le grand public, pour moi, 95% des gens ne savent pas combien vous avez d'enceintes autour de vous. C'est beau de dire que c'est de l'Atmos, etc. Si vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. Ça, c'est vrai. Donc ici, on a voulu le mettre en avant. Chaque enceinte est entourée d'un ruban LED. Et ici, on a fait une présentation. On est la seule salle au monde à avoir créé notre propre vidéo de présentation Dolby Atmos. Bienvenue dans la salle Infinity. Tu as parfaitement remarqué que le vidéoprojecteur est dans la salle. Alors pourquoi cette envie de le mettre dans la salle ? Dans la salle de 500 places avant, il y avait une énorme cabine de projection, puisqu'il y avait encore des 35 mm. À l'époque, ça prenait beaucoup de place, les 35 mm, puis est arrivé le numérique. Seulement, il y avait cette cabine de projection qui était immense, qui était l'équivalent d'un petit appartement, donc, ou d'un studio plutôt, on va dire. Et donc, on a voulu faire quelque chose de très sympa, comme vous allez le voir, c'est qu'à l'arrière, maintenant, on a un bar dissimulé directement dans la salle. Le bar à l'arrière de la salle Infinite, encore une fois un travail, une superbe réalisation. Voilà, dans la mouvance toujours et dans la continuité du design de la salle. On peut prendre sa coupette de champagne et déguster son film. T'as quoi comme projecteur là ? Là, c'est un Christie, un Christie 2K. Et pourquoi il n'est pas 4K ? Parce qu'il n'y a pas de projecteur 4K petit qui permettait de rentrer dans ce pantographe et d'envoyer l'image ici. Alors, je voulais te parler, Alexandre, également tout ce qui est concurrence. Alors déjà, concurrence auprès des autres cinémas dans le coin. Comment toi tu le vis, comment tu le ressens ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont impactantes pour le Rex ou voilà, on vit avec cette concurrence et tout va bien ? D'abord, on vit avec cette concurrence, puisque ce sont des cinémas qui sont là et ancrés depuis des années, des dizaines d'années même. Autour de nous, il y a le Max Linder, l'UGC Léal, donc ça c'était ouvert dans les années 90. Après, on va à l'Opéra. D'ailleurs, à ce sujet, je vois qu'on peut, parce que j'ai vu sur le site, pour les gens qui ont la carte UGC,
On est affilié, on est un affilié UGC. Alors ça, c'est important de le dire parce que ça peut être quand même un gros plus pour les gens qui ont déjà une carte UGC ou qui viennent d'ailleurs, par exemple. Moi, j'en ai eu parce que moi, j'ai pas de grand Rex chez moi, mais j'ai un UGC, donc forcément, ça peut avoir son avantage aussi. Exactement. On est donc affilié au groupe UGC. Il faut savoir que mon père est un des fondateurs également du UGC. Ah oui. Donc on est actionnaire et on est étroitement lié à UGC. C'est pour ça qu'on a décidé d'être affilié. Ça nous permet une manne d'entrée de tous les gens qui ont également la carte. Donc voilà, c'est très intéressant. Seulement la différence quand vous êtes un cinéma affilié, c'est la même problématique avec tous les cinémas affiliés. Vous ne pouvez pas réserver en ligne. C'est réservé comme l'ancien système, 1 heure avant, vous venez aux caisses ou aux bornes. Voilà, c'est ça. Voilà, mais vous ne pouvez pas réserver. D'accord, on ne peut pas réserver 2 semaines à l'avance, en avance, effectivement, mais voilà, on vient 1 heure avant et Ouais. on peut essayer de voir ce qu'il en est avec cette carte UGC. En termes de tarification, d'ailleurs, moi je trouve personnellement que par rapport à toutes ces salles incroyables, je trouve que c'est quand même assez raisonnable finalement. Moi j'ai été surpris de ça parce que c'est vrai que bon, il y a des gens qui parfois disent voilà le cinéma. Alors, c'est vrai que le coût du cinéma augmente, mais quand on est dans une salle premium et par rapport à la tarification justement d'une place dans un cinéma plus classique, bah finalement, il n'y a quasi pas de différence en fait. Il faut savoir que c'est une volonté, on a toujours été le Grand Rex moins cher que les concurrents, puisqu'on a une capacité, si on parle de la grande salle, vous pouvez en aller jusqu'à 2700 places, donc il faut la remplir. Donc c'était une volonté de se dire on fait moins cher, mais on attire les masses. Oui. On a augmenté effectivement un peu nos tarifs sur les dernières années, puisqu'on a parlé de tous les travaux qu'on a fait. Ça a un coût qu'il faut impacter. Voilà. Les gens, effectivement, quand on parle des tarifs, parfois ne comprennent pas, ils disent toujours le cinéma c'est trop cher. Mais entre le cinéma des années 80 et aujourd'hui, il y a quand même une différence énorme. On le voit ici. Bien sûr. La technologie, faut savoir qu'un système, on va parler franchement, un système Atmos comme ça, c'est 350 000 euros. Bah oui. C'est pas, c'est pas 5 000 euros et puis on Non, essaie bien de sûr, gratter. Donc bien il faut sûr. vous amener une technologie, les investissements, obligatoirement. L'entretien, le personnel, enfin tout ça. Il faut tout. Il y a combien de personnel dans ce... On est un peu moins de 50 sur le Grand Rex. 50, voilà. Voilà. Il faut... Et puis ça, c'est les CDI, mais après, quand vous avez la Ferrée des Eaux ou autre, on engage énormément de monde, où là, on monte à 90, voire 100 personnes pendant l'hiver, pendant les gros rushs. Mais tout ça, ça ne vient pas... Sinon, on ne fait aucun investissement, mais on n'augmente pas nos prix. Oui. Donc c'est un choix. La concurrence également sur le streaming aussi, est-ce que ça t'a fait du mal aussi tout ça, toutes ces plateformes de streaming qui arrivent de plus en plus, j'ai envie de dire, depuis Netflix dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça tu as ressenti un différentiel avec ça ou pas ? Alors, il faut savoir que les gens, ils ont une part de consommation sur le loisir qui n'est pas infinie, donc obligatoirement, ils le répartissent. S'ils s'inscrivent sur Netflix qui va coûter tant d'euros par mois, c'est tant d'euros par mois qu'ils ne vont pas mettre ailleurs. Exactement. Mais toutes les études ont montré que pour faire venir les gens au cinéma, et ça a été la même chose pendant toutes les années où Netflix ou les autres plateformes n'existaient pas. Si vous ne mettez pas des films de qualité qui donnent envie de sortir, le même film où tu me diras j'ai pas envie de le voir, je te dis c'est à 1 euro, tu vas me dire même à 1 euro, j'ai pas envie de le voir, je vais pas passer 2 heures de mon temps à voir quelque chose que j'ai pas envie. Oui, je comprends. Donc le prix, il est tout à fait raisonnable pour nous les professionnels par rapport à tous les investissements qu'on fait. Pour revenir aux plateformes, il faut savoir que les plateformes sont très fortes dans les séries, très fortes dans les documentaires. On a la chance jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas non plus, si je te demande, vas-y, cite-moi 3 très bons films de films sur toutes les plateformes confondues que tu as vues. Oui. 3 très bons, vas-y, je t'écoute. Tu vas devoir réfléchir parce qu'on a cette chance c'est obligatoirement, ils payent très cher. Parfois, il y a eu des grands coups de buzz comme Martin Scorsese ou autres qui ont fait des films, mais ce ne sont pas le grand chef-d'œuvre qui sont sortis là-dessus. Non, et ça leur coûte tellement cher que c'est une économie qui est compliquée. On sait que le Covid est arrivé. Il y a eu tout d'un coup des changements de mentalité où ils se sont dit, et là je ne parle pas de Netflix, mais même il y avait Disney+, oui, il y a Disney+, qui se sont dit maintenant on va sortir nos films sur Disney+ directement. Il y en a eu. Ils ont sorti Mulan, ils ont sorti plusieurs films comme ça qui n'étaient pas sortis en salle. Ouais. Et ils ont voulu tester. Et effectivement, là, les salles de cinéma, on a eu très peur parce qu'on se dit, alors là, s'ils commencent à plus vouloir sortir leur salle et distribuer leurs films chez nous, ça va être problématique.
ils se sont vite vus que l'économie, en passant directement par leur plateforme, ils perdaient énormément d'argent, puisque toute la partie cinéma, où on annonce aujourd'hui à chaque fois des grands coups de buzz, des films comme Avatar ou Dune, ça dépasse le milliard. Bah, il est parti où ce milliard? Il part nulle part, puisque c'est directement sur la plateforme. Et quand c'est sur une plateforme, bah là, c'est piraté en 7 minutes. En 7 minutes, le film se retrouve en téléchargement illégal. Savoir que la fenêtre de tir où c'est au cinéma, il y avait cette mode, on s'en souvient même dans les années 90, avant que ces plateformes arrivent, où il y avait des gens avec des caméras qui allaient qui filmaient. Avec des qualités pourries. Voilà, pourries. Mais à cette époque-là, il y avait cette fenêtre de tir où ça pouvait être intéressant, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, on disait « Oh mais c'est dingue, en France on est nul, le film est déjà sorti il y a 5 mois aux États-Unis ». Tu te rappelles de ça? Bien sûr, il y avait tout un délai, effectivement. Et parce qu'on avait des sorties programmées. Il faut savoir que les États-Unis ont toujours sorti leurs très gros films pendant l'été. Nous, les Français, pendant l'été, on aime bien aller à la plage, au soleil, c'est pas le moment où on a envie d'aller au cinéma. Et donc c'est pour ça qu'on sortait les films en novembre, en décembre, en janvier, en février, puisque ce sont les mois pourris où il pleut en France. Et donc on n'avait pas, on s'est dit, et les distributeurs voulaient les sortir là, alors qu'ils pouvaient les sortir avant s'ils avaient envie. Mais c'était stratégie marketing pour remplir au maximum et se faire des recettes dessus. Le téléchargement illégal est arrivé. À partir de là, si on sort le film 5 mois après, c'est sûr que vous allez le retrouver d'une qualité, pas caméra, mais qualité, puisqu'aux États-Unis, il sera sorti en DVD haute, donc vous allez avoir le format numérique. Et là, effectivement, vous allez avoir une bonne qualité chez vous, que c'est plus le même problème. Donc, depuis qu'il y a ce problème de piratage, un film qui sort aux États-Unis un 26 août, et j'ai un exemple pour cet été qui n'est pas le 26 août, mais qui est pas loin, qui est Alien, sort le même jour en France. Et donc, la fenêtre de tir où il sort au cinéma, vous n'avez pas de piratage. Le piratage existe au moment où il y a un format numérique qui sortira, donc DVD, Blu-ray, VOD, où les gens arrivent à le pirater. Et même ça s'est réduit. Maintenant, il y a un délai de 4 mois quasiment entre la sortie en support physique et au cinéma. Mais c'est vrai que quand on était dans les années 80 ou 90 même, avec, c'est pour ça que les vidéoclubs aussi avaient leur fenêtre de lancement aussi. On avait le film qui sortait 8 mois à peu près après en salle, en vidéoclub, qui gardait l'exclusivité au moins 6 mois et qui après, effectivement, sortait plus en support physique. Donc il y avait vraiment tout un cheminement comme ça qui était fait. Et on va en venir justement aussi à la qualité des films. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de la qualité des films par rapport justement à ces périodes 80-90 qui étaient, somme toute, un peu plus prolifiques en termes d'originalité? C'est vrai qu'on a le droit beaucoup à des remakes, à des reboots, à des suites, des choses comme ça. Bon, il y a quand même de la créativité aussi. Je pense à Pauvre créature, par exemple, qui était sorti en début d'année, notamment, ou Civil War aussi, qui est un film aussi voilà, plus indépendant et vraiment plus spécifique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette évolution et de cette qualité d'aujourd'hui? Est-ce que ça te fait du mal, justement, qu'il y ait moins de créativité peut-être? Alors, il y a une période, je pense que ce sont des périodes et des modes qui finissent au bout d'un moment. On a eu la mode Marvel, qui a commencé par Iron Man, et puis après il y a Captain America, après ils ont fait Hulk, etc., etc. Et tout le monde se disait, bon, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ils vont se planter. Mais oui. Seulement, cette mode, elle a duré 15 ans. 15 ans. Et pendant 15 ans, ça a cartonné. Ils ont fait les plus grands records. Avengers Endgame a été un des plus grands records devant Star Wars de l'histoire du cinéma. Et là, on voit qu'effectivement, dans leur phase où ils ont fait mourir tous les personnages principaux, ils ont beaucoup plus de mal. Donc, ils voient que la vache à lait, quand même, la créativité et les scénarios, parce qu'ils ont voulu lier aussi Disney+. On voit que le dernier, The Marvel, c'est une catastrophe. On ne comprend rien, parce que c'est lié à la série, etc. Si on n'a pas vu la série, on ne comprend rien. Et donc, obligatoirement, ils vont devoir se remettre, et ils se remettent déjà en question, et se dire comment on relance la machine. On a abusé, comme la 3D quand on en parlait tout à l'heure. La 3D, ils ont sorti Avatar qui était exceptionnel en 3D, ils ont sorti 2-3 films exceptionnels, et puis après, il y en a des petits malins qui ont voulu faire des films en 3D, de mauvaise qualité, et là, les gens se sont dit, mais c'est dégoûtant, et donc la 3D, c'est pourri. Comment ça se passe quand tu as des avant-premières? Comment tu vas sur de l'événementiel comme ça, avec des stars qui vont arriver et autres? Comment ça se passe tout ça en fait? Alors tout ça c'est en amont, c'est le distributeur qui m'appelle et qui me demande une date pour une avant-première. Qui va me dire est-ce que tu es libre le 23 juin pour Les Mignons?
Je Oui. prends ça dedans parce que c'est une avant-première qu'on va avoir. D'accord. L'avant-première avec normalement Pharrell Williams qui sera là D'accord. et d'autres grandes personnalités. À partir du moment où ils me disent ça, je suis libre, c'est un accord financier entre nous, Ouais. de location de salle, et à partir de là, c'est le distributeur qui crée. Il faut savoir que toutes les soirées des grandes avant-premières, c'est le distributeur qui met en place. Moi, je suis une salle, je mets à disposition la salle, je mets à disposition mon personnel et mon savoir-faire pour que notre entente et leurs envies d'originalité, puisqu'ils essayent à chaque fois d'être originaux sur une avant-première et d'avoir des idées qu'ils n'ont pas fait sur l'avant-première d'avant, de faire plaisir aux acteurs Ouais. et aux talents qui sont là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment on y arrive? Oui. Voilà. Mais c'est aussi simple que ça. Mais c'est le distributeur qui fait tout. Et à partir de là, la magie opère puisque c'est l'ambiance. C'est la seule salle au monde où vous avez 2700 personnes qui sont dedans. Ouais. Et automatiquement, vous voyez, l'avant-première de Dune 2, toute l'équipe, alors qu'ils avaient fait d'autres projections avant dans le monde au Mexique, Ouais. ils avaient fait que le Mexique, mais ils en avaient après. C'est la seule salle où ils sont restés dans la salle pour écouter toutes les réactions du public. Ah oui. Donc le réalisateur est là, Timothée Chalamet est dans un coin avec ses amis et ils écoutent la réaction du public parce que quand vous avez 2700 personnes, automatiquement ça s'authentifie, Bien sûr. ça s'augmente, les réactions sont vraiment directes et à partir de là, ils savent si ça va être un bon ou un mauvais film. Alors, je voulais aussi te poser comme question, est-ce que toi-même, tu as, par exemple, une salle dédiée chez toi? Est-ce que c'est quelque chose, en vivant dans un complexe pareil, enfin pas un complexe, un cinéma vraiment d'exception, est-ce que malgré tout, tu as chez toi une collection ou une salle dédiée ou des choses comme ça? Alors j'ai un home cinéma chez moi, THX. Ouais. Dans ma cave. Voilà, donc tu as quand même une petite salle dédiée. Ah oui, j'ai une petite salle. Ah, Mais bah, moi, tu je vois, suis un grand fan de cinéma, de toute façon. Oui. En même temps, Alors, voilà. de fan de cinéma, de films américains, moi. C'est pas, c'est plus les gros films bien bourrins, j'adore ça. Moi, Ouais. je vais au cinéma, c'est pour rêver, voir quelque chose que je ne vois pas dans la vie de tous les jours. C'est ce que je dis dans d'autres vidéos. Effectivement, quand on va au cinéma, c'est pour vivre une expérience hors du commun. Voilà. C'est pas pour vivre des trucs au quotidien. C'est pour être dans l'imaginaire et profiter effectivement de ça. Et là, La là-dessus, on se rejoint. science-fiction, pour moi, est ce qu'il y a de plus représentatif. Un Oui. film comme, j'adore dire, un de mes films préférés, c'est Armageddon, Ouais. où il y a tout dedans. Il y a de l'action, de l'amour, de la tristesse, on va pleurer. Et puis surtout, on va se retrouver dans la galaxie, on va se retrouver, et puis l'histoire est top. Et pour moi, c'est un mélange de tout qui Bien fait sûr, bien qu'on sûr. est Et en bas là. Et on a la chance maintenant d'avoir Denis Villeneuve aussi avec des films d'une conception, enfin moi je trouve personnellement, Ah bah c'est oui, mon avis personnel, mais je trouve que voilà, si tous les blockbusters pouvaient être réalisés par Denis Villeneuve, moi je prends, parce que voilà, et puis la précision aussi du son qu'il a, et justement je pense à cette salle, quand on voit Dune 2, je pense ici, parce qu'il a un soin tout particulier au niveau des sonorités, des petites sonorités jusqu'aux plus grandes, Ouais. et c'est vraiment impressionnant, avec tout ça mélangé avec la BO de Hans Zimmer. C'est absolument magique. c'est un Alors ici, artiste. ça doit être quelque chose. C'est un artiste, c'est complètement un artiste. Ouais. J'ai aussi une salle dédiée et c'est vrai que ça ne m'empêche absolument pas, tu vois, d'aller au cinéma 2 fois dans la semaine, malgré ma salle dédiée. Et c'est pour ça que j'encourage aussi les gens aussi à encourager les gens à toujours aller au cinéma, malgré les plateformes de streaming, malgré s'ils ont des salles dédiées ou autres, de se faire plaisir, découvrir un film en avant-première ou de le découvrir tout simplement dans un environnement comme ici. C'est une expérience C'est différente. une expérience et c'est absolument Elle est complètement magique. différente. Donc, de toute façon, voilà. je voulais te parler aussi du GC Normandie, effectivement, qui on a appris qu'il allait fermer en juin. 13 juin. Voilà. Alors, pour des problèmes de loyer, essentiellement. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que c'est vrai que c'est quand même pour l'environnement des cinémas, je trouve que c'est quand même assez triste finalement. C'est triste parce que pour plusieurs raisons. C'est une salle qui est magnifique. Je trouve que c'est une de mes salles préférées. Oui. Quand on arrive dans cette grande salle, l'architecture est vraiment incroyable. Technologiquement, elle est à la pointe. Elle est très confort. Donc il y avait tout pour que cette salle fonctionne. Mais si aujourd'hui elle ferme, c'est directement et indirectement de la faute du public, mais également des salles de cinéma,
Puisqu'il faut se rappeler qu'à une époque, tout le monde allait sur les Champs-Élysées. On dit aujourd'hui, je ne vais plus aux Champs-Élysées regarder un film. Je rappelle au passage que UGC Normandie est sur les Champs-Élysées, pour les gens qui ne le savent pas. Effectivement, donc c'est un cinéma UGC qui va fermer donc, sur les Champs. Cinéma mythique, deuxième plus grande salle de Paris, après le Grand Rex. Oui. Mais si on fait un retour depuis quelques dizaines d'années, c'est qu'il y a énormément de cinémas, comme on en parlait tout à l'heure, qui ont ouvert en banlieue. Oui. Donc déjà, ça réduit la fréquentation de Paris. Mais également beaucoup de cinémas qui ont ouvert aux alentours de l'UGC Normandie pour la banlieue proche. La banlieue de l'Ouest, quand vous êtes à Levallois, Neuilly-sur-Seine, La Défense, plutôt tout ça, il n'y avait pas de cinéma. Ouais. Donc vous alliez aux Champs-Élysées, et puis c'était une sortie, les Champs-Élysées. Ah oui, c'était une sortie. Depuis, vous avez plein de cinémas. Vous avez Pathé-Levallois, il y a l'UGC La Défense, et puis petit à petit, il y en a de plus en plus. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'aller dans Paris. C'est ce qu'on disait encore tout à l'heure. Ouais. Pareil, de l'autre côté, milieu de Paris, vous avez le Pathé-Beaugrenelle, avec une grande qualité. Ouais. Vous avez les MK2, etc. Et vous avez d'autres UGC. Ce qui fait que les Champs-Élysées, au-delà de la grande salle du UGC Normandie, toutes les autres salles commençaient à devenir très vieillottes. Parce que pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas agrandir les espaces, comme je l'expliquais dans cette salle-là. Et puis ça coûte beaucoup d'argent, surtout si vous n'êtes pas propriétaire, puisque les loyers ne font... Après, le deuxième problème, ce sont les loyers qui font que d'augmenter avec le temps. Tu payes aussi des loyers ici, d'ailleurs. Alors, je suis propriétaire. Ah, tu es propriétaire donc maintenant, il n'y a plus de soucis. Mon père a réussi en 2007 à racheter les murs qui appartenaient aux Galeries Lafayette. Petite anecdote, pourquoi ça appartenait aux Galeries Lafayette ? C'était un énorme espace vacant avant de créer le Grand Rex. Ils ont acheté cet espace pour être sûr qu'un autre grand magasin n'allait pas ouvrir en concurrence avec eux, Galeries Lafayette à côté. Donc ils essayaient de contrôler l'immobilier de Paris pour éviter la concurrence des grands magasins. Donc quand c'est un cinéma qui a voulu ouvrir, c'était parfait pour eux, pas de concurrence, et ils étaient propriétaires des murs, et jusqu'en 2007, le Grand Rex versait un loyer aux Galeries Lafayette. Voilà. Et enfin, en 2007, on a réussi à racheter. C'était le combat de toute une vie de mon père, de pouvoir racheter. Et effectivement, en période de Covid ou aujourd'hui, on peut contrôler les loyers et donc ne pas avoir ce problème, justement, au-dessus de notre tête pour la pérennité du Grand Rex. Mais donc, ce qu'il n'y en a pas, l'établissement de l'UGC Normandie, où il paye un loyer qui est extrêmement cher sur l'avenue la plus chère de France. Ouais, et donc, la baisse de fréquentation, l'augmentation de loyer, ce n'est plus viable. Donc, même pour l'image de l'UGC, qui est quand même importante d'avoir un flagship, il y a un moment, il faut savoir être raisonnable et abandonner quelque chose qui ne pourra pas survivre. La question bonus à Alexandre, voilà, quel est ton film ? Tu as le droit d'en citer 3, on va dire. 3 films que tu aimes revoir sans problème, que tu pourrais regarder une fois dans l'année, voilà. Bon, déjà, il y a les films de Christopher Nolan. Non seulement par son génie, mais l'attachement que le Grand Rex et la famille Hellman a envers ce réalisateur. On l'a vu dernièrement au César, où il a cité 4 fois le Grand Rex dans son discours. Ah oui, et puis en plus de ça, il y a eu la fameuse séquence avec cette bobine de 70 mm. Avec Oppenheimer qu'on a eu ici, enfin, etc. Il y a vraiment incroyable. Un lien unique avec ce réalisateur et qui n'oublie pas, c'était mon père qui l'a fait découvrir en achetant les droits de Memento à l'époque que personne ne voulait. Donc c'est vraiment très important, mais moi des films comme Inception, Interstellar, c'est des chefs-d'œuvre. Star Wars, je parlais d'Armageddon, c'est complètement autre chose. Donc on voit que je suis très science-fiction. Des films Avatar, Titanic, James Cameron, de toute façon tous ces films sont exceptionnels. On parlait après des films plus petits comme Les Évadés, pour moi c'est un des plus grands chefs-d'œuvre qui existent. Enfin, il y en a tellement, mais on voit, moi, je suis très science-fiction et comme je le disais, donc, tu attends Alien Romulus Ah oui, j'adore. J'espère que ça sera un peu dans la mouvance des premiers Aliens et pas parce que c'est vrai qu'après Ridley Scott, il s'est un peu fourvoyé quand même en nous proposant un Prometheus et après en nous mettant un Alien Covenant qui n'avait plus trop grand-chose à voir. Exactement. Et là, il paraît que ça va vraiment être à la hauteur de ce qu'attend le public. Réalisé par Fede Alvarez d'ailleurs. Voilà.
très bon réalisateur. Oui. Après, ça peut être des films comme toujours science-fiction, Gravity. Je me souviens de Gravity. Gravity en 3D grand large, c'était aïe. exceptionnel. Mais en fait, c'est des souvenirs. Ça peut être le film qui est très bon, mais c'est aussi le souvenir que je vais en avoir avec la foule. Donc on en revient à l'expérience cinéma, mais je ne le dis pas parce que j'ai un cinéma et qu'il faut en parler. Mais vous voyez, le dernier Spider-Man, l'ambiance, j'étais à la première séance, enfin qui était à 19h le soir parce qu'on était en Féerie des Eaux, donc c'est que le soir. Avec les fans qui avaient réservé, le site avait bugué tellement il y avait de monde pour le voir au Rex entre fans. L'ambiance qu'il y avait dans la salle. Et la réaction quand on a vu les autres Spider-Man arriver. Exactement, mais c'était unique. Un Avengers Endgame en avant-première au Rex à minuit ici. Mais c'était les gens pleuraient. Tu t'insères des fois moi, dans la salle. Mais je suis toujours. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime avec les gens et vivre ça quand les gens crient. Et c'est vrai que c'est pour ça que les gens viennent au Rex vivre cette expérience. Parce que c'est complètement fou, les gens sont en train de crier dans la salle parce qu'il y a quelque chose d'unique qui arrive et on est entre fans en train de le ressentir et c'est magique. On va découvrir le sacro-saint du Grand Rex avec la cabine de projection. Ça va être un moment incroyable aussi. Je me retrouve ici avec Jean-Claude, donc projectionniste ici au Grand Rex depuis une trentaine d'années. Il a tout connu, Jean-Claude, ici dans ses projections. Là, je vois qu'il y a combien? Il y a 3 projecteurs, c'est ça? C'est ça, un 35 mm qui est d'époque, jusqu'à l'arrêt du 35 mm en 2011. Donc voilà, ça c'est le premier projecteur qui est ici, effectivement. Voilà. Les autres projecteurs 35 mm ont tous été retirés. Oui. Et on les a remplacés par des projecteurs numériques. Il y en a 2. Il y en a 2. 2 projecteurs 4K, un pour le grand large, l'écran de 25 mètres dans la salle qui se déroule devant les gens, et un pour l'écran dit de scène, qui est tout en bas, qui est aussi un projecteur 4K avec une source laser. Ok, voilà. C'est absolument incroyable. Très de chance d'être ici. Voilà. C'est la cabine d'origine 1932. 1932. Et vous voyez que la grosseur des projecteurs 4K est quand même assez impressionnante. 2 gros projecteurs 4K. L'un des projecteurs initial ici en 35 mm. Donc voilà, avec la bobine, vous pouvez mettre la bobine dessus. Donc évidemment maintenant c'est numérisé. Mais voilà. Et puis comme on avait vu avec Oppenheimer, on pouvait avoir une cabine mobile pour mettre une pellicule 70 mm. Donc ça c'est pas ici, ça sera à l'avant-scène de la grande salle. Mais en tout cas voilà, là il y a encore la pellicule 35 mm qui est possible. Et puis les 2 projecteurs 4K qui tournent. Le rack technique ici, assez impressionnant également. Voilà. On peut même mettre encore de la musique, des BO ici, des CD. Vous voyez, une platine CD pour diffuser dans toute la salle, je pense. Donc voilà, pour s'ambiancer un peu sur des événements ou de l'événementiel, on peut mettre le petit CD ici. Et là donc on a ces 2 gros projecteurs de la marque Barco qui sont donc embarqués ici à l'intérieur de ce sas pour la projection des films sur la grande salle. Le Dark Knight en bobine. Dark Knight, ici. C'est incroyable ça. Regardez, toutes les bobines. Ça c'est des bobines 35 mm je suppose. Regardez. Bonjour, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Franck, je suis le guide du Grand Rex depuis presque 10 ans ici. Donc, je suis spécialisé dans l'historique et donc je fais des visites guidées tous les dimanches à 10h et quand on est en vacances scolaires, également le mercredi à 10h. Où on se trouve là, Franck? Alors, on se trouve exactement à l'entrée du Rex Studio, donc c'est un peu le parcours audio guidé interactif du Grand Rex. Et là, on est juste dans le hall d'accueil. Et là, ça s'appelle le Wall of Fame, c'est-à-dire qu'on a tous les autographes des stars quand elles viennent ici présenter leurs films. Et après, on les fait signer à côté des photos. Et après, donc, on expose les cadres ici. Donc, c'est changé. Régulièrement? Oui, voilà, régulièrement. Parce que vous doutez bien qu'il n'y a pas assez de place pour mettre toutes les stars qui peuvent passer ici à cet endroit. Allez, je me retrouve avec Franck ici dans ce Hall of Fame. Avec tous les autographes de toutes les célébrités qui passent ici, tous les acteurs et actrices et réalisateurs. Il y en a pour tous les goûts. Là, vraiment, c'est un panel incroyable. T'es passionné de cinéma depuis longtemps? Depuis que je suis tout petit, depuis les années fin des années 70, on va dire. Tu collectionnes toi aussi d'ailleurs chez toi?
À une époque, je collectionnais, maintenant, non, je collectionne plus. Mais à une époque, je collectionnais beaucoup les affiches, les films, les jeux de photos, mais moins maintenant. Ouais, parce que maintenant, tu es au cœur du truc, finalement, Il y a ça, forcément, ça joue. Ça joue, voilà, forcément, ça joue. Ouais. Est-ce que tu as développé aussi, au fur et à mesure du temps, des relations avec la clientèle? Tu as des habitués qui viennent ici? Bien sûr. Il y a souvent des personnes qui viennent, on parle avec elles, on leur demande les films. Quels films ils ont aimé, quels films ils vont aller voir. Si, il y a quand même une relation qui se développe, c'est important. Une relation qui se développe, le conseil aussi Bien sûr, tout à fait, ouais. Et puis, ce bâtiment, ce qui est très intéressant de souligner, c'est qu'il y a une transmission de génération en génération. C'est-à-dire que quand on fait la Féerie des Eaux, tous les ans à partir de fin novembre, on tombe sur des personnes qui se présentent à nous en disant nous, on venait enfants, maintenant on est devenus parents, et on ramène nos propres enfants. Donc, il y a une transmission. Et ça vient même des grands-parents. Ça, c'est extrêmement intéressant, la transmission. Ça, j'en parle toujours dans mes vidéos, la transmission des choses, la transmission de la passion du cinéma, de la passion du support physique, en l'occurrence aussi sur ma chaîne. Toute cette transmission-là, et je le fais aussi à travers les reportages que je peux faire dans les vidéoclubs, il y a une transmission qui se fait, c'est-à-dire que même on voit des enfants encore en 2024 aller dans des vidéoclubs. Ça, c'est génial. C'est génial de voir ça. Ça, c'est génial. Et oui, donc ça, c'est quand même... Alors, ce qui est très intéressant aussi de dire, c'est que l'année dernière, on a fait Oppenheimer en copie 70 mm. Oui, il y avait des jeunes de 20 ans qui sont venus voir le film 4-5 fois. Pourquoi? Parce que le film était projeté à l'ancienne sur de la péloche. Et oui, ça, c'est super important, quoi. Ouais, c'est génial. On a eu le sein de visiter d'ailleurs tout à l'heure les locaux avec les projecteurs. Il y a encore un projecteur 35 mm d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors, la pellicule de 70 mm, c'était une cabine mobile. Hein. Ouais, cabine éphémère. Ouais, une cabine éphémère. Ça, c'est quand même incroyable. Et c'est pour ça que Nolan aime particulièrement ce cinéma. Hein, c'est ce qu'Alexandre nous disait. Et en plus, le papa d'Alexandre, c'est lui le premier, quand il était distributeur, à avoir acheté Memento au monde. Donc Christopher Nolan a une relation particulière avec la famille Hellman et avec le Grand. It's especially thrilling to be back at the Grand Rex, one of our favorite theaters. This is a theater somewhere Alexander Hellman is out in there in the audience. Some of you will have known his father, Philippe. And when Emma and I made one of our first films, Memento, and no one in the world would show the film, he booked it here in this theater. Looking at the size of it, I have no idea why. But people came and our lives changed and we love this theater. Happy birthday on its 90 years. And thank you to the Grand Rex. Tu as toujours ce regard finalement un peu d'enfant et de passionné en fait quand tu vois des acteurs ou des réalisateurs arriver, ou tu vis ça d'une manière un peu différente? On est obligé quand même d'avoir, moi j'ai toujours gardé un côté fanboy, c'est-à-dire que je suis entre le fanboy et le salarié au Grand Rex. C'est ça aussi que je fais visite guidée parce que j'essaye de transmettre la flamme du passionné justement. Oui, alors... Moi quand je suis sur des avant-premières, on travaille, si ça fait quelque chose, je peux pas mentir, j'ai un côté groupie, mais on le cache, on le masque. Oui, on peut pas le montrer parce qu'il faut être professionnel. Exactement. Mais forcément, si, c'est génial. Dire, on est comme dans une belle maison. Bien sûr. Donc, le cadre, ça joue énormément. Ça joue énormément, oui. Moi, je parle en mon nom, mais en tant que passionné, les avant-premières ici avec les stars, les Keanu Reeves, les Brad Pitt, les Christopher Nolan, les Quentin Tarantino, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Bien sûr. Vous avez des petits moments un petit peu privilégiés avec eux après? Non, ça passe assez rapide. Non, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, ça passe assez vite tout parce ça. que c'est des personnes qui sont très demandées. Forcément, oui, non. Je me doute. Vous êtes au courant que le Normandie va fermer sur les Champs-Élysées? Bien sûr, on en a parlé. Donc, tu as un retour par rapport à ça justement, parce que j'en ai parlé aussi à Alexandre, mais vas-y, tu peux donner aussi ton retour si tu le souhaites. C'est vrai que c'est triste. C'est triste. Moi, quand j'étais gamin, quand je remontais cette avenue des Champs-Élysées, il y avait un cinéma tous les 10 mètres, quoi. Ouais. Puis maintenant, il n'y en a plus. Il n'y aura que sur les rues, sur les côtés, le Balzac, Lincoln. Bon, il y a le Publicis, mais le Normandie, c'était quand même le fleuron, si c'était. C'était le fleuron des salles de 162 places. Moi, j'ai quand même traîné beaucoup de fois à l'EGC Normandie. Et c'est dommage. C'est l'histoire un peu des cinémas parisiens qui disparaissent avec le Normandie. Donc, tu proposes des visites guidées, des choses comme ça. Donc, c'est toi qui anime ça, en fait. C'est moi qui fais la visite guidée historique. Et là, on a une visite, là, le Rexio, c'est une visite qui est audio guidée, plus interactive. D'accord. Vraiment très, très sympa. Ça doit être sympa, effectivement, ouais. Donc, voilà, tout est possible au Rex. Les séances de cinéma, les visites interactives, les coulisses du cinéma. Enfin, voilà, il y a un tas de choses à faire ici. C'est absolument incroyable. Donc, n'hésitez pas, encore une fois,
à aller voir ce qui s'y passe. Et bien voilà, cette émission est désormais terminée. Je te remercie Alexandre. C'est avec plaisir. Voilà, c'était vraiment un bonheur de t'écouter parler. Là, on serait resté des heures et des heures. Voilà, c'est passionnant. Puis on voit que tu es vraiment passionné, très investi dans ton cinéma du Grand Rex. Et on le comprend parce que c'est un bijou, une œuvre d'art, ce cinéma. Donc voilà, donc je vous encourage évidemment à venir ici, à venir faire votre expérience du Grand Rex. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux, à la faire tourner, à la faire connaître, voilà, pour que les gens viennent ici en masse pour pouvoir profiter d'un cinéma pareil. Donc le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt. Encore merci à toi Alexandre. Avec plaisir. Et à bientôt. À très vite. Ciao. Merci. Christopher Nolan et Matthew McConaughey. Un petit air avec Alexandre Hellman, je trouve. On a oublié de lui dire. On a oublié de lui dire, effectivement, il le verra, il le découvrira dans la vidéo. Bond. James Bond. Si je vous avais repéré. Vous ne passerez pas